Bienvenue dans cette vidéo qui s'intéresse au cours numéro 3, intitulé L'architecture baroque, le classicisme et le rococo. Il faut savoir que ce cours est divisé en deux parties. Donc, au niveau de cette première partie, on va traiter uniquement de l'architecture baroque en Italie. Dans une deuxième partie qui sera publiée la semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera du classicisme et le rococo. Le contenu du cours, comme de coutume, on va donner quelques définitions et on va parler du contexte général de la période, c'est-à-dire à savoir le 16e, 17e siècle, les événements marquants, la réforme et la contre-réforme, les caractéristiques du style baroque italien et les figures phares du baroque italien. Donc pour définition, on va expliquer c'est quoi cette notion de baroque. Tout d'abord, le terme baroque, il est tiré du portugais barroco et ça signifie cette perle qui a des formes différentes, différentes par rapport aux formes connues, aux formes générales. Une forme bizarre, inhabituelle. Donc on a repris donc cette notion pour l'utiliser comme adjectif pour signifier quelque chose qui est bizarre, inhabituel, excentrique, par rapport à quelque chose qui est d'une manière générale normal, habituel. En architecture, c'est une forme de production architecturale qui en Italie, c'est-à-dire au milieu du XVIe siècle, et c'était le point de changement entre la continuité artistique de la Renaissance et la liberté de l'innovation. Donc, pour rappel, la semaine passée, on a parlé de la Renaissance, la deuxième phase de la Renaissance qui s'appelle le maniérisme. On a vu avec Michel-Ange et Davignol, ces deux ont essayé de reprendre l'architecture de l'architecture romaine, c'est-à-dire les codes stylistiques de l'architecture romaine, les éléments, etc., mais avec un peu plus de créativité, à leur propre manière. Donc c'est pour cela qu'on les a parlé de maniéristes. Et ce chemin, le chemin des maniéristes, c'est lui qui a mené par la suite vers une architecture baroque. Donc l'architecture baroque, ce n'est pas la continuité de la Renaissance, c'est une bifurcation, tafarra, qui a donné suite à l'architecture baroque. Elle est caractérisée par l'utilisation de couleurs, on va voir comment ça se fait, la mise en scène par la lumière, les formes courbées, arrondies et fluides. Donc ça, c'était les débuts de, de cette architecture baroque avec Michel-Ange et Davignola. Le contexte, donc pour faire toujours la comparaison avec la Renaissance, le contexte de la Renaissance, c'était un contexte purement politique, avec la fuite des artistes et savants vers Florence après la chute de Constantinople. C'était aussi un contexte économique, puisque Florence elle était en plein essor, en prospérité économique. Au Ghana, c'était un climat favorable au développement des arts. Là, avec l'architecture baroque, le contexte est purement religieux, avec ce qu'on a appelé la réforme. C'est quoi cette réforme? C'est une longue histoire qu'on va résumer en ce qui suit. Le pape Jules II, le pape de l'Église catholique à Rome, il a vendu les indulgences. Les indulgences, les humas sokok al c'est-à-dire en jouant son rôle d'intermédiaire avec Dieu, dans leur pensée bien évidemment, il peut jouer l'intermédiaire pour pardonner, etc. En principe, c'est un service gratuit. Mais là, il a vendu les indulgences à Dieu pour reconstruire la basilique Saint-Pierre. Donc tout ça, ça a provoqué la colère des protestants, c'est-à-dire l'autre partie de l'Église, enfin du christianisme, donc le catholique ou le protestania, donc les catholiques et les protestants, ça a provoqué une colère, surtout du théologien allemand Martin Luther. Lui, il a publié les 93 thèses. Les gouloubs, il ne faut pas jouer ce rôle d'intermédiaire, il ne faut pas recevoir de l'argent. L'Église catholique, c'est un scandale ce qu'ils ont fait. Et petit à petit, l'Église catholique entre en crise et perd le contrôle.
c'est-à-dire la situation de l'Église durant cette période, l'Église catholique, c'est-à-dire en Italie, elle n'était pas vraiment au sommet de sa gloire, hein. Donc c'était carrément une Église en crise. Et elle doit donc trouver une solution. La solution, allez, c'est la contre-réforme. La contre-réforme, donc, on a engagé un commandement, un groupe de religieux, Rijal-Din, qu'on a appelé les jésuites, firme des artistes, firme des savants, des maçons, des médecins, يعني من كل الأطياف. Leur rôle, c'était quoi? Attirer les fidèles, rendre à l'Église catholique sa valeur. Donc ils ont joué sur l'imagination, la magie des miracles, la beauté de la foi. Et dans le volet artistique et notamment en architecture, ils voulaient reconquérir les fidèles par l'impressionnisme. Donc leur objectif, l'objectif de l'Église, après avoir perdu le contrôle, c'était reconquérir les fidèles. Il faut que les fidèles reviennent vers l'Église. Comment le faire? En utilisant l'impressionnisme. Il faut les impressionner. Et l'Église publie quelque chose de très intéressant, de montrer sa force pour donner l'image d'une Église triomphante. Par opposition à la rigueur du protestantisme. Parce qu'il faut savoir que durant cette période, les églises protestantes n'avaient pas vraiment de forme très recherchée en ce qui concerne les éléments d'ornementation, en ce qui concerne leur histoire, leur héritage, etc. Regardez là par exemple si on compare l'intérieur de ce temple protestant, si on compare son intérieur avec les églises qu'on a vues pendant cette période, par exemple la Renaissance, il y a une très grande différence. Là, c'est très pauvre en qualité architecturale, c'est-à-dire esthétiquement parlant, en éléments architectoniques, de décoration, d'ornementation, etc. Même de l'extérieur, c'est-à-dire les façades, euh, elles sont très basiques, absence d'éléments d'ornementation, il n'y a pas avec l'ancrage historique, avec l'architecture romaine, etc. Et donc on a voulu encore jouer sur cet effet pour montrer que vraiment l'Église catholique, elle est forte et le conflit هذا, il ne faut pas qu'il influence sa valeur. Politiquement parlant, il faut savoir que durant cette période, la scène, يعني المشهد العام كان au niveau de Rome, c'est pas à Florence, parce que l'église c'était à Rome, la papauté c'était à Rome, etc. Il y avait beaucoup de guerres en Europe, des guerres surtout de religion et entre les différents périmètres des différentes monarchies. Il y avait aussi une menace ottomane sur l'Europe, c'est-à-dire même d'une manière générale, cette religion catholique avec les autres religions, il y avait beaucoup de problèmes religieux durant cette période. L'origine du baroque, c'est-à-dire architecturalement parlant, les formes utilisées, etc., il faut juste qu'on revienne à l'objectif. C'est quoi l'objectif de l'architecture baroque? L'objectif, c'est impressionner. Impressionner les fidèles. Montrer que l'église, elle est grandiose. Il faut attirer les fidèles vers l'église. Les attirer par la production artistique d'une manière générale et par l'architecture des églises. Donc on a joué sur l'effet théâtral. Vous allez voir par la suite c'est quoi. Donc en faisant des jeux d'ombre, de lumière, de couleurs, travaille sur une architecture qui est dynamique, c'est pas une architecture statique, et travaille aussi avec les illusions optiques, parce que c'est quelque chose aussi qui impressionne et qui attire. On travaille sur le dynamisme des lignes et des espaces et l'exagération des décors. Donc il y a une richesse et puis on a carrément exagéré au niveau des décors, donc tout ce qui est sculpture, statue, etc. Et on avait beaucoup, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et toujours tout ça dans l'objectif d'impressionner. Donc, si on va essayer de faire l'enchaînement logique avec l'architecture de la Renaissance, l'architecture baroque, c'est la continuité du maniérisme. Ok? Donc, si on va faire une petite comparaison très rapide entre une peinture de la Renaissance et une peinture baroque, on va essayer de voir par exemple
Ici, c'est une peinture qui est statique. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, il y a une symétrie, ligne de fuite, perspective, tout est là. Ici, observez le mouvement. Donc la forme des vêtements, les cheveux, un mouvement, on dirait qu'il bouge, on dirait qu'il y a du vent, c'est une scène animée. En plus, regardez les effets de l'ombre de la lumière. Donc une source de lumière, une partie bien éclairée, une partie ombragée, une profondeur, un peu de brume, sur une fumée. Et donc tout ça, ça donne un effet pictural, c'est-à-dire il y a beaucoup de recherche esthétique ici. Et c'est ça cette différence en ce qui concerne la peinture. Si on va transposer ça en architecture, donc une architecture qui est statique, qui ne bouge pas, c'est une architecture qui est plane, ok? Une architecture plane, lisse, sobre. L'architecture baroque, c'est une architecture en profondeur. Donc là, on a une clarté des formes et des modules, et des principes utilisés. On a vu ça le cours précédent, c'est-à-dire la notion de module au niveau du plan, le carré qui se répète, on peut le définir facilement, il est là. Et là, c'est une clarté relative des formes. Donc il y a des formes au niveau du plan, mais on ne peut pas les distinguer. Donc il y a des interpénétrations entre les formes, des chevauchements, des superpositions, etc. On va le voir tout ça tout à l'heure au niveau d'un plan pour expliquer ces notions. Une petite comparaison très rapide entre cette production architecturale qui est l'église Jésus, 1568. C'est pratiquement le bâtiment qui a signé la fin de la Renaissance, et l'église Santa Maria Novella par Alberti. Vous remarquez qu'au début de cette période de l'architecture baroque, on avait pratiquement le même gabarit, même morphologie générale. Ok, donc deux parties, première, la deuxième, puis un fronton triangulaire, une partie médiane en carré, les volutes de part et d'autre. Là, c'est pratiquement la même chose, mais là, c'est une architecture plane. La ligne de la façade, elle est plane. Il n'y a pas beaucoup de décrochements par rapport à Naya. Remarquez, on a plusieurs décrochements au niveau de cette corniche. Les niches ici, c'est vrai qu'il y a quelques niches, mais elles sont dénudées de décoration. Là, on y a posé des statues. Il y a de nouveaux éléments qui sont différents. Ici, on respecte vraiment l'architecture romaine, donc un arc plein cintre, c'est carrément un demi-cercle. Là, on s'amuse à inclure des parties de cercle, un triangle sous euh, un autre arc, et donc il y a quand même une liberté de travail différente par rapport à ça. Une autre image où on peut apprécier le balcon ici, c'est un nouveau élément aussi, et surtout l'échelle. C'est-à-dire là, on travaille quelque chose de monumental. En plan, euh, ici on a un plan de l'église San Carolini par l'architecte Borromini. Ça, c'est l'espace. Là, il y a plusieurs sous-espaces, ok? Donc il y a la partie centrale, il y a le fond, mais tout ça, c'est un espace unifié. Donc là, on a la notion d'unité. Il y a des formes particulières, mais il y a aussi un chevauchement linéaire. Donc l'espace, il est unifié. On ne peut pas le diviser en plusieurs parties distinctes. La forme prépondérante, c'est l'ellipse parce qu'elle donne une orientation théâtrale. Généralement, il n'y a pas un côté plus long qu'un autre, donc on ne peut pas avoir cette orientation, une linéarité. Interpénétration des formes géométriques concaves et convexes qui intègrent parfois des sculptures. Donc là, on parle de ces éléments à l'intérieur du plan. Oui, on peut y mettre des sculptures. Même l'exemple précédent, on peut en avoir ici, là. C'est des éléments dans lesquels généralement on y met des sculptures pour la décoration de l'espace intérieur. Vous allez me dire que il n'y a pas la notion de module, oui, mais le tracé n'est pas aléatoire. Le tracé il est géométrique. On utilise la méthode des tracés régulateurs, c'est-à-dire on commence avec des formes géométriques, puis en utilisant les caractéristiques de ces éléments, des axialités, une perpendicularité, des lignes tangentes, des divisions d'angles, des répétitions, des réductions, etc. On aboutit à cette
forme. Et l'explication des plans, elle s'est faite aussi avec des dessins en 3D, puisque maintenant on maîtrise le dessin en 3 dimensions d'une manière un peu plus poussée. Là, un autre exemple, donc les formes, c'est pas toujours une forme spirale, mais on travaille sur une variété de formes. Ici, on a ici, on a des parties concaves, ici des parties convexes, et ça donne le contour du plan à l'intérieur. Et tout ça, il est inclus dans les limites d'un rectangle. Donc c'est quand même une richesse et une variété importante. La façade, toujours on travaille cet aspect dynamique au niveau de la façade, parfois avec des lignes courbées, des corniches, une multitude de corniches, et très très souvent on inclut le balcon pour un besoin particulier, pour que le pape salue les fidèles et qu'il y ait quand même une communication avec l'Église, parce qu'il faut toujours impressionner et attirer les fidèles. Il y a des éléments de l'antique, oui, mais sans règles strictes. On prend par exemple la colonne ici. Généralement, la colonne n'est pas accolée à un mur, mais tout de même, si on va voir la distance entre les deux, normalement, dans un ordre romain ou grec ou un ordre classique, la distance, elle est fixée, elle est en rapport avec le diamètre. Mais là, regardez, donc on a une trame, et là c'est une autre petite trame, là c'est une autre trame qui a une autre dimension, etc. On s'amuse à mettre un pilastre au même niveau qu'une colonne. Donc, on ne respecte pas vraiment les principes de l'architecture romaine, même si on reprend ces éléments. Donc, les premières églises du baroque, on respecte très souvent la morphologie classique des façades des églises de la Renaissance, mais par la suite, on est parti vers quand même un peu plus de richesse. Euh, il y a beaucoup de niches, beaucoup de moulures, donc les niches elles sont avec les creux au niveau de la façade. On y met des statues ou des sculptures. Ça, c'est l'église San Carolini qu'on a vu tout à l'heure avec le plan ovale. Et vous voyez qu'on respecte quand même les alignements urbains, mais à l'intérieur, on travaille des formes avec un effet théâtral. Là, la façade carrément, elle est curviligne, donc c'est pas une ligne droite, mais c'est une ligne courbée. Observez l'orientation des colonnes, c'est-à-dire les colonnes ne sont pas alignées, elles suivent aussi plusieurs courbures. On intègre un nouveau élément, hada, qu'on appelle le cartouche. Il y a beaucoup de statues, de statuettes, de niches décorées, des moulures un peu partout. Au niveau de cette église San André el Quirinal, c'est-à-dire c'est l'église qui a une forme aussi ovale mais avec deux cercles à l'extérieur. Là, on a travaillé la partie ovale à l'intérieur. Mais l'extérieur, au niveau de l'entrée principale, on a essayé de garder quelque chose de sobre. Mais euh, au lieu de travailler le fronton sur des colonnes comme on le fait habituellement, là on a inversé le rôle. La partie principale, on lui a mis des pilastres et la partie qui a une moindre valeur, on lui a mis des petites colonnes. Et les colonnes aussi, elles ne sont pas orientées face à l'entrée, mais elles travaillent avec la tangente de cette partie courbée. Alors que la logique dit que les éléments les plus importants au niveau de la façade sont des colonnes et les pilastres, c'est pour les parties qui sont éloignées ou là en second degré. Un autre exemple, église San Carlo. Là, on voit vraiment comment la façade elle travaille un aspect dynamique. Euh, des pilastres qui sont juxtaposés, superposés l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire on ne respecte pas vraiment les espacements, les distances entre les éléments ne sont pas les mêmes. Ok, on travaille une très grande liberté formelle ici. Parmi les éléments qui sont différents par rapport à la Renaissance, la coupole. C'est-à-dire la coupole ici, elle est hors échelle par rapport à l'édifice. Donc c'est pas un petit élément, mais c'est un grand élément qui couvre carrément tout le bâtiment. Euh, on l'utilise comme un puits de lumière.
Bien sûr, pour accentuer cet effet de mise en scène, on impressionne par l'effet théâtral en utilisant les jeux de lumière et d'ombre. Et la coupole, elle épouse la forme complexe du plan. Donc si on a un plan avec une forme ovale, on va voir une coupole qui a une forme ovale et qui prend toute la surface. Donc là, c'est une colonne directement sur pendentif et l'éclairage, il se fait des quatre côtés au niveau de la coupole, plus la lanterne. Donc ça, c'est une autre image pour voir comment la coupole, elle reprend toute la surface euh, avec le contour du plan. Là, c'est l'église où on a vu les parties triangulaires concaves et convexes. La même chose. Donc, on reprend le contour pour y mettre une coupole avec des ouvertures pour la lumière. Même chose ici. Même si on a un tout petit tambour, n'a pas très visible, mais on utilise quand même des ouvertures et de la lumière, même au niveau de la coupole. Pour la décoration extérieure, on a vu déjà, on a parlé des formes courbées et dynamiques qui assurent l'effet théâtral en Italie. Sans oublier que parfois il y a des éléments un peu plus prononcés dans les autres pays. Il y a des niches pour abriter des statues, souvent des petits, c'est-à-dire des petits anges, et le cartouche. Donc le cartouche, c'est la partie ovale avec toute la décoration, les moulures qui suivent. Et ça joue pratiquement le même rôle que le cartouche de dessin technique, c'est-à-dire pour y mettre des informations, le nom de l'architecte, le nom du saint, de l'église, du pape, quelque chose comme ça. Pour la décoration intérieure, bien sûr, il faut impressionner. On impressionne par le trompe-l'œil. Donc on a des voûtes peintes en trompe-l'œil en couleur. Donc c'est des larges et énormes fresques au plafond avec des effets de perspective ou ou des sculptures et des décorations en stuc. Le stuc, donc, c'est un matériau qui n'est pas très loin du plâtre. Il facilite la sculpture des décorations sur les parois. Ce que vous voyez ici, c'est une fresque, donc c'est une peinture sur un plafond, mais avec un effet de perspective. Donc si vous voyez là, ça donne une profondeur et on aura l'impression que le plafond est encore plus haut que réellement. Là, c'est une voûte qui peinte, donc tout ce que vous voyez comme décoration ici, c'est un mixage entre des sculptures euh, et une peinture. Ce que vous voyez ici en noir, pas de l'ombre, mais c'est une peinture. Donc on a utilisé des parties qui sont plus foncées pour donner encore l'effet 3D de cette peinture. Et donc ça, c'est quand même très impressionnant. Un autre exemple, donc là c'est une image d'une autre église baroque, mais pas en Italie. Mais on s'intéresse à la fresque au niveau du plafond. Regardez le point de fuite, les colonnes. Voilà, donc là c'est une surface plate. Mais si on se met en bas et on observe, on va voir cet effet de perspective et de profondeur et on va avoir l'impression que le plafond est encore plus haut. Donc vous voyez que c'est vraiment impressionnant comme effet. Généralement, en termes de technique, c'est pratiquement la même chose donc, que la Renaissance, toujours avec la brique, parfois la pierre aussi, les finitions et sculptures en stuc, et on intègre davantage les effets de la perspective et le trompe-l'œil, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On passe maintenant à une brève présentation des deux architectes phares de cette période en Italie, donc Bernini et Borromini. Donc on va commencer par Bernini, le plus ancien. C'est un architecte de plusieurs papes. Il a conçu la colonnade de la place Saint-Pierre. Il a eu une très grande influence sur l'urbanisme et l'espace public, notamment par une série de fontaines. Donc, c'était parmi les premiers qui a conçu et réalisé des fontaines. Donc, l'architecture et la création artistique, c'est pas seulement dans les églises et les palazzos, etc. Mais durant cette période baroque, c'est-à-dire on a vu qu'il y a beaucoup de fontaines qui ont été conçues et réalisées par des architectes.
Ça, c'est la colonnade de Saint-Pierre. Donc, l'église, elle était déjà réalisée durant cette partie. Et lui, il a conçu les deux parties. Un exemple des différentes fontaines qu'il a conçues. Et l'église San André Chiesa, qu'on a déjà vu dans les diapos précédentes, où on peut voir clairement comment il a voulu travailler une partie un peu plus rectiligne, un peu plus plane, qui, euh, qui est en contraste avec la partie derrière, qui a un plan ovale avec toute la coupole géante qui couvre l'espace là, etc. Donc à l'intérieur, on peut voir vraiment comment l'espace il est unifié. Donc c'est une seule surface avec des colonnes géantes qui vont sur une seule pièce vers le niveau final et la coupole qui couvre l'ensemble de l'espace et l'éclairage de part et d'autre, plus la lanterne. Deuxième architecte, Borromini, c'est l'architecte le plus connu. Il était d'abord maçon puis sculpteur. Il a travaillé comme dessinateur chez Bernini. Donc c'était un de ses disciples. Euh, Borromini, il a refusé les formes planes. Il voulait toujours travailler avec les formes courbées et donner un aspect fluide beaucoup plus prononcé au niveau des façades. Ce qui a engendré un conflit avec Bernini. Donc son maître Bernini, ils n'étaient pas d'accord sur cette question. C'est-à-dire les limites de la liberté, elle est où? Pour, pour Borromini, on peut aller jusqu'à travailler des courbures exagérées, etc. Et donc ils se sont séparés, chacun est parti dans son propre chemin. Parmi ces projets, donc, on a l'oratoire des Philippins et on peut voir ici vraiment comment il accentue cette courbure et encore on renforce l'aspect dynamique par les différents décrochements. Donc ça, c'est un élément vraiment parlant. Des décrochements avec l'aspect courbé, ça renvoie directement vers une architecture baroque. Les pilastres jumelés, les pilastres divisés sur deux travaillent au niveau des angles aussi et les balcons. Repris de l'église, mais sans pour autant avoir la fonction requise. L'église Saint-Charles des Quatre Fontaines, qu'on a vu aussi dans un exemple précédent. Et on va voir cet exemple, c'est-à-dire un projet ingénieux dans lequel on va voir comment Borromini a usé de la perspective pour travailler une illusion optique. Donc maintenant, l'illusion optique, ce n'est pas une fresque dessinée au niveau du plafond, mais c'est carrément un objet, un projet, un espace. Tout un espace qui est travaillé en illusion optique. Donc c'est cette colonnade. Donc observez la hauteur de l'être humain, de ce bonhomme par rapport à la colonne. Donc elle fait pratiquement 2 fois et demi ou presque 3 fois sa hauteur. Et donc on a la colonnade qui va mener au fond vers une statue. De normal, ça paraît quelque chose de très normal. Mais regardez, plus on se rapproche du point de fuite vers la statue, on va voir que la hauteur va être réduite. À la fin, le bonhomme, il fait pratiquement la même hauteur que la colonne. Il est plus grand que la statue. Qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire l'effet, qu'est-ce que ça donne? Observez qu'est-ce que ça donne de loin. On a l'impression que l'être humain avait, il est géant, puisqu'il est plus grand, pardon, plus haut que la colonne. Donc cette illusion optique que vous voyez construite, c'est un travail de génie, c'est un travail impressionnant vraiment. Pour travailler quelque chose comme ça, c'était inhabituel, hein. C'est pas quelque chose de très courant. Alors comment ça s'explique? Donc ça c'est une reproduction en 3D de, de cette colonnade. Donc on va avec cette illustration 3D que réellement il y a un travail architectural là-dedans, il y a une très grande recherche qui va être expliquée
au niveau de ces deux dessins, c'est-à-dire au niveau du plan et de la coupe. Donc pour savoir, là, on fait une illusion optique d'une colonnade de 37 mètres visuellement ça fait 37 mètres, mais réellement elle est inscrite dans une longueur de 8 mètres. La statue au fond avec, elle fait juste 60 cm de hauteur. Donc l'astuce, c'est que le plan n'est pas rectangulaire. Donc la colonnade, elle n'est pas rectangulaire, mais elle est trapézoïdale. Donc la partie devant, elle est plus large qu'au fond, et donc en suivant les lignes de fuite. Donc en plan, on a la question de ligne de fuite. Même ce qu'on a au niveau du sol, c'est pas des carrés, non, des carrés, mais ce sont des trapèzes. Ce ne sont pas des rectangles aussi, ce sont des trapèzes. Donc ça, c'est plus grand que cette dimension. À chaque fois, ça se réduit avec un certain rapport pour donner l'illusion nécessaire. On coupe donc le plan, la partie du sol, elle est inclinée, donc elle est en pente. Et c'est la même chose pour le plafond. Et les deux suivent les lignes de fuite. Donc là, on a une fuyante et une autre fuyante. Et on travaille les trames avec des réductions calculées pour avoir l'illusion optique nécessaire. Puisque visuellement, ça se rapproche, ça se réduit, donc on a travaillé ça. Donc c'est un travail vraiment de génie impressionnant, ce qui a donné à Borromini une autorité. Donc كان مشهور أكثر من Bernini parce qu'il était plus créatif. Donc on termine avec l'architecture baroque en Italie. On va faire juste un brassage très rapide pour voir ce qui s'est passé en Europe. En Tchéquie, par exemple, ça, c'est une architecture baroque. Donc, on garde, par contre, la structure classique. Le plan allongé sous forme de croix, une petite coupole, etc. Mais on essaie d'intégrer beaucoup de sculptures, beaucoup de décorations et on travaille sur les peintures, sur la lumière et les ombres. En façade, vous voyez qu'on a cette inclusion du balcon. Les façades, il y a quelques petits décrochements, c'est pas très visible, mais on a cette courbure, un aspect dynamique au niveau de la façade. Les éléments de l'architecture romaine ne sont pas vraiment utilisés selon les canons, les codes stylistiques. Donc, pilastre à côté de deux colonnes très rapprochées, euh, une sculpture ici, une niche avec une autre statue, des éléments dans la partie supérieure, les volutes très réduites. Donc il y a quand même une très grande liberté formelle. En Espagne, l'architecture baroque elle était très décorative. En Russie, c'était une architecture influencée par le rococo. On va le voir dans le prochain cours. Et en France, c'était au début une attirance par l'architecture baroque italienne, mais une résistance par la suite. Donc au début, on a voulu reprendre l'architecture baroque, mais ça a trouvé une résistance. Ça n'a pas été vraiment très développé. Donc on a eu un style spécifique euh, durant cette période, ce qu'on appelait le style Versailles. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent que l'architecture classique, le style Versailles, c'est une architecture baroque à la française. Et donc ça serait le sujet de notre cours de la semaine prochaine, Inch'Allah. Pour conclure, il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, le baroque était considéré comme une décadence de l'architecture de la Renaissance. C'est-à-dire cette architecture, celle-là, la Renaissance, cette architecture qui est belle par des valeurs abstraites. Elle est belle par le rythme, par la symétrie, par les alignements, par les formes pures, le cercle, le carré, les arcs plein cintre, l'architecture romaine qui elle-même respecte les ordres, etc., s'est développée dans un sens négatif. C'est-à-dire elle est devenue une architecture très fluide avec beaucoup de décrochements, énormément de décorations, des courbures, des colonnes jumelées, des colonnes collées avec des pilastres. Et tout ça, avec le temps, ça a été considéré comme une décadence. Le développement de la Renaissance a le sens négatif. Le baroque est considéré comme le développement négatif de la Renaissance. Donc c'était
pas quelque chose de très intéressant. Et bien sûr, en architecture, si ça marche pas, ça s'arrête. Donc le baroque, il avait quand même une fin à un certain moment. Pour répondre à la question que j'ai posée au niveau du groupe Facebook qui concerne cette façade, euh, la fontaine Trevi à Rome, elle n'est pas très loin de l'église San Andrea al Quirinal qu'on a vu au niveau du cours. Est-ce que cette façade elle est baroque ou là c'est une façade de la Renaissance et comment peut-on la qualifier? Donc, tout d'abord, il faut savoir que cette façade est composée de deux parties. Donc, la partie médiane, qui fait partie de la fontaine, et le fond, de partie là et là, qui fait partie d'un autre bâtiment, un palazzo. Donc, normalement, vous pouvez reconnaître le palazzo par sa forme rectangulaire, sa symétrie, l'alignement des ouvertures, la corniche dans la partie supérieure qui va jouer le rôle d'un chapeau, une couverture pour l'ensemble du bâtiment, un bossage au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, l'architecte, en voulant travailler la fontaine, il a voulu la travailler dans un aspect baroque. Donc comment? Donc on peut maintenant discuter de cette approche, c'est-à-dire les niches, les statues et les sculptures, les moulures qu'on a, et surtout l'aspect de décrochement dynamique qui donne quand même une variété. Là, même si on a des parties de pilastres, mais là c'est linéaire, c'est lisse, c'est plat. Là, on donne cet aspect dynamique, on le donne exprès. Regardez, l'aspect dynamique ici, différent, c'est par rapport à cette linéarité et cette approche statique. Donc directement, on va dire cette partie, c'est une architecture qui se rapproche beaucoup plus de l'architecture de la Renaissance, et ça, c'est un peu l'architecture baroque. Même s'il y a une symétrie, même s'il y a une reprise des éléments de l'architecture romaine, mais ça ne veut pas dire que ça c'est de la Renaissance, c'est baroque. En plus, regardez l'utilisation des statues, de cette immense sculpture dans la partie supérieure, alors il n'existait pas au niveau de l'architecture de la Renaissance. Donc, comment on va dire cette façade, elle est Renaissance ou baroque? On va dire les deux, mais si on veut choisir, on va prendre la partie médiane, c'est la partie la plus importante, on va dire c'est une façade baroque. Maintenant, ça n'empêche pas de dire que le bâtiment, il comprend deux styles. C'est vrai, il y a des bâtiments qui leur style, ok, et c'est ce qu'on appelle l'éclectisme, où ça sera le sujet d'un cours, peut-être c'est le cours 9 ou 10, Allahu alam. Et là, on va voir comment un bâtiment peut avoir plusieurs styles à la fois. Donc ici, on a deux styles, deux parties, une partie baroque et deux parties beaucoup plus Renaissance. Voilà, je vous remercie pour votre participation au niveau du quiz, mais j'aimerais bien avoir une participation beaucoup plus importante. Il faut savoir que avec l'enseignement en ligne, les quiz, ils font partie des enseignements. Donc si vous participez, vous êtes intéressé, vous allez suivre par la suite la réponse et vous allez apprendre euh, donc dans la même manière que l'apprentissage au niveau du cours ou du TD. Voilà, et au prochain cours, Inch'Allah.